Mesdames et messieurs, fidèles amis du bout des ondes, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Océan FM et de Océan TV Web. Après une interruption de 3 ans, votre émission sociopolitique capitable est de retour. Vous êtes nombreux à nous écrire pour le retour justement donc de cette émission capitable sur nos différents canaux, bien sûr des médias du groupe de presse, le matinal. Ces choses faites désormais. Dimanche 3 octobre de l'année 2021, voici donc le premier numéro de capitable. Nouvelle version. L'Assemblée nationale ouvre sa 3e session extraordinaire au titre de l'année 2021. Le jeudi prochain, parmi les points à l'ordre du jour, il y a le projet de loi portant code de l'administration territoriale, des changements en vue donc dans nos différentes mairies. Dans cette émission, nous irons dans le département des Collines avec le préfet Saliou Odoubou. C'est lui l'invité du numéro 1, bien sûr, donc de Cap-sur-Table. Pendant 90 minutes, le représentant de l'État dans ce département va aborder plusieurs sujets d'actualité liés donc aux communes des Collines et à la nation béninoise. À partir de 10h, vous aurez l'occasion, bien sûr, donc de composer les numéros 61 53 90 53 ou le 65 00 24 24 pour poser des questions justement liées à la commune, aux communes bien sûr dans des départements des collines. Merci de nous préférer. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 minutes. Merci donc pour votre sympathique attention et bienvenue à cette émission Cap-sur-Table. Monsieur le préfet du département des collines, bonjour et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez parcouru donc des milliers, des centaines de kilomètres pour être avec nous ici. Merci surtout pour cette marque de sympathie que vous avez pour notre radio, pour votre radio, puisque on sait, avant d'aller dans le département des collines, vous étiez à Cotonou, vous suivez donc ces émissions donc, de la radio des défis. Alors, vous avez suivi donc l'introduction donc, de cette émission. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier invité, bien sûr, donc, de cette émission Cap-sur-Table après 3 ans d'interruption? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et la toute première, après une interruption de 3 ans, je vois que c'est un honneur pour moi de participer, de prendre part à cette émission, de l'animer avec vous. Et donc, je voudrais vous dire que je suis très heureux, d'autant plus que je viens ici pas en tant qu'individu, mais en tant que représentant du département ou le premier responsable du département des Collines. Et donc, je suis très heureux, très fier d'être ici avec vous ce matin. Bien. Alors, dans l'ensemble, monsieur le préfet, comment va le pays? Bon, je vais juste dire que le pays se porte très bien. Le pays se porte très bien, et le département aussi. Et parce que quand vous regardez dans l'ensemble, et bien souvent, quand on parle du département des Collines, il y a un tic qui exactement. Hein? Et je me rappelle quand les gens me voient parfois, ils me disent « Ah, c'est vous le préfet du département des Collines ?» Je dis « Mais c'est quoi ?» Ils disent « Non, bon, ça va. » Donc, mais je peux vous rassurer que le département des Collines se porte très bien. Voilà. Donc, vous avez été nommé donc, préfet des Collines le 2 juin dernier, donc au Conseil des ministres. Quelle a été justement votre première réaction quand vous avez appris que vous êtes désormais le préfet donc, des Collines? Oui. Et lorsque j'ai appris ma nomination, c'est vrai, j'ai eu des coups de fil. C'était déjà dans les coulisses, c'est ça? Évidemment, évidemment. Évidemment, donc c'était dans les coulisses, mais quand c'est sorti, ce qui m'a frappé tout de suite, ce sont les appels qui ont commencé par pleuvoir. Et je ne suis pas arrivé à décrocher tous les appels. Et c'est parti de 11h30 midi jusqu'à 2h du matin. Ah oui. Et moi-même, j'étais un peu surpris. Je dis, mais cela veut dire que dans un premier temps, que c'est une lourde charge. Et si les gens appellent si tant, il y a aussi un sentiment de joie. De joie parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après la création du département, il y a eu quelques situations où le Saint-Père a rappelé le premier préfet, personnel, feu Donatien Noroyon. Et donc, après ça, après le décès, l'intérim a été assuré pendant 4 années par le préfet Couton, Firmin. Et c'est seulement en juin, le 2 précisément, que j'ai été nommé. Et donc, voilà, j'ai commencé par assumer mes premières charges.
C'est ça. Voilà. Justement, vous succédez donc à M. de l'ancienne décédé dans le 24 mars 2017 à Dassa, pour être plus précis. Alors, le chef de l'État a attendu donc un peu plus de 4 ans, justement, pour trouver son successeur. Il n'y avait personne, justement, pour le succéder juste après son décès. Les gens avaient peur, c'est ça? Parce qu'on disait que, comme vous l'avez si bien dit, les gens vous appellent pour dire, mais c'est vous? Pourquoi on a si tant peur de ce département? Oh, ben, je ne saurais le dire. Mais vous avez le courage d'assumer depuis 4 mois déjà que vous êtes à la tête de ce département. Oui, je n'ai pas le choix parce que quand la République vous appelle, vous avez l'obligation de répondre et servir le pays partout où besoin est. Et donc, je n'ai pas à avoir peur du département parce que je suis originaire de là. Ce sont les parents, les Maris, les Nago, les Ifé, les Idacha, les Tchabé. Et tous sont tous des parents. Donc, on ne peut pas avoir peur de sa maison, on ne peut pas avoir peur de ses parents. Et donc, moi, je suis allé servir la République, servir mes parents pour que l'État, dans ses interventions, puisse aussi faire ce qui est de son devoir pour assurer le bien-être à toute la communauté, à toute la population. Mais 4 mois, ce n'est pas beaucoup. L'Azourar n'était pas là, c'est ça? Manquait à ce département 4 ans d'intérim. Oui. Il faut. D'abord, je dois remercier le collègue Couton, Firmin, qui a assuré, malgré ses charges du zoo, vous savez, dans le zoo, il y a 9 communes, et dans les collines, il y a 6. Donc, ça lui faisait à lui tout seul 15 communes à gérer. Donc, c'est une charge assez énorme, et il a tenu, puisque au-delà des 4 ans qu'on voit, c'est un monsieur qui a déjà une bonne connaissance du département des collines. Parce que, étant déjà à la préfecture d'Abomey, chef service tutelle, chargé de mission et autres, donc il connaissait bien le département. C'est ça qui lui a valu alors, comment dit-on, cette dextérité à conduire les destinées des 2 départements, à savoir le zoo et les collines. Alors, quels sont, disons, les chantiers urgents que vous avez donc attaqués depuis votre nomination, monsieur le préfet? Merci beaucoup. À ma prise de service, de fonction, j'avais annoncé que ce qui était plus important pour moi, et au-delà de ce qui revient de façon classique à un préfet, c'est de veiller à ce que le département soit pacifié. Parce que depuis les élections législatives de 2019, l'élection présidentielle de 2021, le département, à l'instar du département de Borgou, a connu aussi des soubresauts. Tout à fait. Et donc, il y avait eu des crises électorales. Et donc, et moi, en tant que fils du département, lorsque je suis arrivé, je me suis donné comme défi majeur la pacification du département. Et après cette pacification, il y a aussi des questions liées à la sécurité qui étaient plus touchantes. Donc, j'ai compris qu'il fallait, au-delà de la pacification, travailler à relever le défi sécuritaire. Et c'est ce que je me suis attelé à faire jusqu'à présent. C'est ça. Alors, vous avez dit que vous comptez travailler urgemment à réconcilier donc les filles et les fils du département des collines avec eux-mêmes et avec le reste du Bénin lors de votre passation de charge. Alors, justement, où en sommes-nous? Parce qu'on a appris quand même que c'est pas facile. La preuve, c'est que même l'ancien député qui est devenu ambassadeur aujourd'hui, je vais parler bien sûr du député André Okulola, l'ambassadeur Okulola, et le maire, Tchabi Odeni, ne se parle plus. Le maire de Savé. Qu'est-ce que vous avez pu faire justement pour réconcilier ces deux? Est-ce que c'est toujours dans l'actualité, c'est ça? Bon, avant d'en arriver là, je voudrais dire que la réconciliation avec les fils du département, c'est-à-dire entre eux-mêmes et le reste du pays, était si nécessaire à mes yeux parce que j'ai constaté que quand vous dites vous êtes des départements des collines, il y a, à tort ou à raison, je n'en sais rien, une stigmatisation qui ne disait pas son nom. C'est ça. Et, vous êtes des collines. Et quand vous dites que vous êtes de Banter ou de Savet ou de Tuy, on vous demande comment se portent les chasseurs. Vous voyez, c'était pas une belle image. Une belle image. Et donc, il fallait travailler à corriger cela. Et corriger ne veut pas dire forcément tout de suite et amener les uns les autres à dire tel a raison, tel a tort, mais c'est de savoir que chacun de nous pris individuellement doit travailler à ce que l'image du département soit corrigée. Et c'est ce que je me suis attelé à faire.
Et bon, le cas du maire de Savet, le maire Oba Tchabideni, et le député André Okunola, ce sont des frères qui se parlaient très bien, mais du fait des soubresauts qu'a connu la commune de Savet, il est arrivé un moment où le dialogue a été rompu. C'est ça. Le dialogue a été rompu et ils étaient comme des ennemis jurés, où l'un ne voudra pas forcément siéger dans un même comité et avec l'autre pour parler des questions de paix, parler des questions de développement. Et donc, à ce niveau, ce que j'ai pu faire, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec l'accompagnement des collèges d'imams, un collège de têtes couronnées, les pasteurs, les personnes ressources. Et beaucoup plus aussi le maire et son équipe qui m'ont beaucoup aidé, l'équipe de l'honorable aussi. Et donc, il m'est arrivé bien souvent à travailler, à aller rencontrer telle ou telle personnalité jusqu'à 1h du matin, et on ne parle que de la paix. Comment nous allons faire? Parce qu'après tout, nous sommes des frères. Je rentre en réunion à 22h chez telle ou telle personne ou personnalité, je sors après 1h, 2h du matin. Vous avez du pain sur la planche, monsieur le préfet. Oui, donc c'est ce qui a été fait jusqu'à ce que, si vous permettez que je le dise comme ça, vous savez, quand j'ai mis sur pied le comité à Banter et à Savet, j'ai désigné des gens pour s'asseoir, discuter, faire un diagnostic de la situation, pour dire, mais quand on prend le département, nous n'étions pas comme ça. Quand on prend l'aire culturel Nago, nous n'étions pas comme ça. Mais pourquoi on en est arrivé là? Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix restaurée soit pérenne? Et ensuite, voir les mesures éventuelles d'accompagnement. Mais à Banter, très tôt, les gens se sont mis à la tâche. C'est vrai que là-bas aussi, ça a été très, très intéressant parce que j'ai entendu certaines personnes ou personnalités dire mon frère, ça va, ça fait 9 ans, on ne s'est pas vu. Et donc, je dis, mais 9 ans, voilà, 9 ans, on ne s'est pas vu. Et donc, quand au moins j'ai envoyé la lettre d'invitation, eux tous ont répondu à ça avec comme à Banter. Mais à Banter, ça avait plutôt la particularité, c'est que les deux leaders ne sont pas encore arrivés à s'accepter. C'est ça. Et donc, j'ai dû travailler avec ces groupes que je viens de citer, à savoir le Collège des Rois, le Collège des imams et des pasteurs, et qui sont allés échanger avec les deux camps, c'est-à-dire l'honorable et le maire de Savet. Donc, ce n'est qu'après ça que nous avons trouvé quand même un terrain d'entente. Et j'ai convoqué à nouveau les gens à Dassa. Et nous sommes retrouvés pour échanger sur ces questions-là. Alors, quand tout ce parterre de personnalités était là, nous sommes enfermés dans une salle pour discuter de nos problèmes parce que on a l'habitude de dire que le linge sale se lave en famille. Tout à fait. Et je vous assure, la réunion a commencé à 10h, mais le repas que j'avais commandé était attendu pour 12h30, 13h, mais c'est à 17h que la séance a pris fin. Mais c'était l'occasion où chacun s'est vidé, chacun a dit tout ce qu'il pensait et chacun a pu comprendre qu'en réalité, c'était le défaut de communication qui avait envenimé la situation et qui amenait les uns les autres à prendre telle position ou telle autre sans avoir forcément la vérité dans sa plénitude. Et donc, c'était une vérité relative que chacun détenait et s'en prévalait d'une vérité absolue. C'est ça. Donc, ça a embrouillé les relations. Mais à l'issue de cette séance qui a duré de 10h à 17h, j'étais très heureux parce qu'à la fin, les deux frères qui ne se parlaient pas depuis des années ont quand même compris qu'il était nécessaire, se sont pardonnés, se sont excusés et se sont embrassés. C'est ça. Et ce n'était pas de façon hypocrite.
parce que les uns et les autres ont compris la nécessité, parce que vraiment c'était nécessaire. C'était nécessaire. Oui, justement, donc, voilà. Oui, mais le départ de l'honorable Okunola à Moscou arrange les choses. C'est un peu comme ça, puisqu'il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près de la Russie. Est-ce que c'est tout ça qui a fait que, on a dû l'envoyer là-bas? Est-ce que vous pensez que c'était ça? Non, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est le chef de l'État qui décide de nommer les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires aux hauts emplois de la République. Donc, le chef de l'État, il est très informé de ce qui se passe. Donc, c'est lui qui apprécie et qui décide de ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Vous avez pu identifier ceux-là qui ont incendié la maison donc, de l'honorable Okunola, les chasseurs dont vous parlez il y a de cela quelques minutes là. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Bon, en réalité, il n'y a pas de chasseurs dans les collines. Les chasseurs n'ont pas tiré. Les vrais chasseurs n'ont pas tiré. Et moi, c'est... Ah oui? Oui, ceux qui ont tiré ne sont pas des chasseurs. C'est des gens qui ont été manipulés, et des gens qui ont été montés pour casser telle ou telle infrastructure, pour poser tel ou tel acte. Mais ce ne sont pas les vrais chasseurs. Les chasseurs ont leur confrérie, bien organisée, avec à leur tête le Balodé, qui est le chef chasseur. Mais moi, j'ai causé avec eux, j'étais sur le terrain. C'est des gens qui sont peut-être des enseignants au collège, c'est des gens qui sont des déscolarisés. Et donc, ils n'ont pas la chasse comme profession. Donc, ils ont pris juste le nom, et puis c'est ça qui a créé la confusion dans l'esprit des autres. Il y a certains disent qu'ils sont venus de l'extérieur, certains qui sont venus de l'extérieur pour semer le trouble dans le département. Vous avez pu identifier également tous ces gens-là avec l'aide de la police. Parce que les élections législatives, c'est dans 1 an également. Il faut qu'on commence pas à se préparer. Oui, absolument. Oui, ce qui a été dit, je crois qu'on ne peut pas tout dire sur les ondes ici. Mais pour les élections dont vous avez parlé tout à l'heure, dans 1 an, les élections législatives, donc, on ne peut pas décréter la paix. C'est ça. La paix n'est pas un vain mot, dit-on, c'est un comportement. Et donc, ce qu'il me revient, moi, en tant que premier responsable du département, c'est de mettre en place des groupes pour sensibiliser les parents, pour qu'ils puissent comprendre qu'il est nécessaire que, lorsque nous voulons passer les élections, qu'on les passe en douce, au bonheur de tout le monde. Et donc, les élections, ou bien la paix, en 2023 ou 2026, ne sera que la conséquence de la sensibilisation, des résultats de la sensibilisation que nous aurons menée maintenant pour que vraiment les gens adhèrent à l'idéal qu'est la paix. Et faire en sorte qu'on puisse savoir que, toute proportion gardée, lorsque vous êtes en compétition électorale, il y a des règles qui gouvernent les élections et chacun doit travailler à ce que les règles soient respectées, que ce soit avant, pendant ou après. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à un processus, le législateur a prévu les mécanismes pour revendiquer son droit lorsqu'on estime qu'on est lésé. Et donc, ce n'est pas la violence qui règle les problèmes, puisque la violence est véritablement l'âme des faibles. C'est ça. Et puis la rencontre entre le président Patrice Talon et puis l'ancien président Boni Yayi s'inscrit dans ce cadre, monsieur le préfet, pour amener la paix dans ce département. Oui, absolument, absolument. Je crois que nous avons tous suivi à la télévision. Et je crois que en dehors peut-être des esprits un peu tordus, qui n'ont pas salué ça. Et donc, moi, personnellement, je suis heureux de voir ou de savoir que les 2 hommes d'État, les 2 présidents de la République, l'ancien, le nouveau, l'actuel, se sont parlé et se sont retrouvés, se sont parlé. Et je crois que ceux qui se retrouveraient de l'autre côté et qui penseraient que ce n'était pas nécessaire, je trouve qu'ils se sont trompés. Puisque on ne peut pas, si on a occupé un poste ou lorsqu'on occupe un poste actuellement, on ne peut que travailler à consolider la paix. Et donc, ce que moi j'ai vu à la télé, ça m'a réjoui parce que, au-delà de tout, nous, en tant qu'êtres humains, nous incarnons nous incarnons la finitude de l'espèce humaine. Mais ce qui va subsister, c'est la République, c'est la nation. Et c'est tout le sens que je donne à ce que j'ai vu et qui m'a vraiment fait plaisir. La population des collines ont-elles bien accueilli cette rencontre des leaders-là, des collines? Absolument, absolument. C'est ce que je dis. Je dis en dehors de quelques esprits pervers, on ne peut que saluer ça. Parce que qu'est-ce que nous voulons? C'est la paix.
que ce soit l'ancien ou l'actuel président, aucun d'eux ne veut la guerre. Donc, lorsqu'il y a un problème, ça n'arrange personne. Et donc, la population du département des Collines a bien accueilli ça. Et personnellement, j'estime qu'on a besoin de ces gens d'action pour vraiment montrer l'intérêt supérieur de la nation. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes passants. Nous, on est finissants. On est des êtres qui vont passer. Mais la République va subsister. La nation va subsister. Et c'est tout ce que je salue dans cette rencontre. Vous saluez également cette rencontre entre le président Bouni Yayi et Mme Bagoudou. Voilà, Bagoudou, oui, l'honorable Bagoudou, oui, absolument, absolument. Je salue ça parce que là encore, c'est encore différent. C'est encore différent parce que c'est beaucoup plus la famille qui s'est retrouvée. C'est ça. Et quand la famille a connu des soubresauts, la famille a connu de désagréments, et qu'à un moment donné, on a su s'arrêter, puisque c'est ça le plus important. Et bon, je peux aussi me permettre de me réjouir à l'idée de ce que, quand on dit le Bénin ou les Béninois sont des génies, je trouve que ce n'est pas faux parce que, au-delà de toute considération, au Bénin, on sait la limite. À quel niveau on peut s'arrêter, à quel niveau on doit s'arrêter, ou jusqu'où il ne faut pas aller. C'est ça. Et donc, quand vous retrouvez la lucidité, après avoir traversé quelques zones de turbulence, et vous retrouvez la lucidité, vous dites, attention, je ne dois pas dépasser cette limite. Et c'est ça qui est important, c'est ça que je salue. Voilà. Et puisque nous parlons bien sûr donc de ce département des violences et autres là, il faut dire que l'insécurité, avant de parler de votre bilan, monsieur le préfet, puisque nous allons longuement parler de ce bilan, il faut dire que l'insécurité grandissante fait parler d'elle également depuis quelques jours, avec des braquages et des vols à main armée dans tout le pays. Alors dans votre département, la localité de Diabata, je ne sais pas si je prononce bien sûr bien le nom, située donc à la frontière avec le Nigeria à la hauteur de ça, avait fait beaucoup peur aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui est fait justement pour la quiétude des populations? Merci beaucoup, monsieur le ministre et monsieur le journaliste. Peut-être que je serai le ministre un jour. Oui. Ça, mais ça va arriver. Merci. Et c'est pour bientôt. Allez-y, merci. Oui. En fait, je voulais dire que par rapport à la question de sécurité, c'est une question vraiment préoccupante. Et il y a eu des problèmes au niveau de la zone frontalière. Département des Collines, département du Plateau et le Nigeria. C'est ça. Alors, donc, c'est beaucoup plus l'arrondissement de Bessé dans la commune de Savet. C'est ça. Et donc, il y a des problèmes un peu historiques où certaines personnes estiment que les habitants de la localité auraient vendu des domaines aux Peuls transhumants qui estiment que c'est leur domaine. C'est ça. Alors que quand vous voyez la zone, c'est une zone qui est une bande de près sur des kilomètres, mais c'est 30 kilomètres de brousse, de forêt, pour aller à la frontière du Nigeria. Et donc, de temps en temps, quand il y a des problèmes, il y a la localité de Gambiala, toujours dans Savet, là. Les Peuls reviennent notamment, lorsqu'ils ont des problèmes avec des agriculteurs, ils reviennent notamment et ils viennent égorger. Ils peuvent égorger 3, 4, 5, 10 et ils repartent la nuit. Et oui, voilà. Donc, il y a beaucoup de localités comme ça dans la zone. Et dernièrement, c'est à Nicolagon, dans un village de l'arrondissement de Bessé, où un monsieur a été attaqué. Et un Peul est venu, où un éleveur, pas un Peul, parce qu'on ne peut pas stigmatiser une ethnie, un éleveur serait venu, certainement du Nigeria, et a tiré sur le monsieur et sa fillette. Donc, il l'a tué. Et puis, la population a pris peur, ce qui est normal. Et la population s'est retirée carrément. Donc, ces villages environnants ont été dépeuplés du fait de la situation sécuritaire qui prévalait. Et donc, j'ai eu les instructions du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Décentralisation. Donc, j'ai dû mobiliser l'équipe en charge de la sécurité, la police républicaine. Et il y a aussi le 5e bataillon interarmes dans le département. Je les ai mobilisés. Nous sommes allés sur le terrain pour apprécier la situation. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait
pratiquement plus personne. Il n'y avait que quelques courageux, quelques personnes qui ont eu soit le courage de rester ou le courage de revenir. Et donc, on a eu à faire des séances de sensibilisation, on a discuté avec aussi la population qu'on avait trouvée sur place, discuté aussi avec les unités de police et de défense, défense qui étaient là. Et donc, on a pu quand même impliquer les élus communaux et locaux. Et nous avons rassuré les uns les autres de ce que la quiétude sera de mise et que la sécurité sera mieux renforcée. Et ce que nous avons fait. Donc, on a pris des dispositions pour appuyer les unités de police qui étaient sur place et aussi lancer des communiqués pour faire la sensibilisation. Mais actuellement, tout est revenu au calme. La population est revenue, elle va régulièrement ou normalement à ses occupations. Mais est-ce que vous avez des séances de travail avec les autorités nigérianes, puisque c'est une frontière quand même, hein, est-ce que de temps en temps vous avez des séances avec les autorités nigérianes? C'est projeté, mais compte tenu de nos agendas qui n'arrivent pas encore à se mettre en place, on n'est pas arrivé encore à tenir une séance, mais c'était déjà en discussion. Et donc, en son temps, on verra les moyens qu'il faut. Mais déjà, nous avons rendu compte aux deux ministres et nous avons fait aussi une suggestion à l'endroit du ministre de la Défense pour voir la possibilité d'installer un camp militaire dans la zone. Soit on installe un camp militaire, puisque lorsque vous arrivez, vous avez l'arrondissement de Idigny dans le département du Plateau, qui est peut-être à 3, 4, 5 kilomètres. Vous voyez les toits. Quand vous êtes à Ino-Sangon, vous voyez les toits de l'autre côté. Et donc, on se dit, si on rentre un peu en forêt et qu'on installe une base militaire, ça va sécuriser un peu la zone. Et l'autre idée aussi, c'est de voir, est-ce que, comme il y a un vaste projet de sédentarisation, où on aura besoin d'avoir des espaces pour les cultures foragères, est-ce qu'il ne faille pas déclarer ces zones, les zones d'utilité publique, et faire en sorte que nous puissions quand même installer des zones de pâturage. Donc, mais tout est en réflexion avec le haut commissaire à la sédentarisation. D'accord. Alors, monsieur le préfet, nous avons beaucoup parlé ici donc, de votre département en disant avec les chasseurs, que vous dites, voilà, ce ne sont pas des chasseurs en réalité, donc c'est des gens qui viennent juste pour trouver donc, la quiétude des populations. Nous allons parler ici du développement de votre département. Vous avez pris fonction donc, le 3 juin dernier donc, à Dassa. Aujourd'hui, 3 octobre, cela fait exactement 4 mois que vous êtes donc, à la tête du département. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre bilan sur le plan économique, sur le plan social, et pourquoi pas aussi sur le plan sportif, parce que vous aimez le sport, je sais. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, avant ça, je voudrais, si vous le permettez, remercier très sincèrement les membres du comité. Les membres du comité que j'ai mis en place. Ce sont de grandes personnalités, des anciens ministres, les anciens directeurs généraux, les recteurs d'université, les généraux d'armée à la retraite. Vous avez associé tout le monde. Tout le monde, toutes les couches. Les jeunes, et les femmes. Et ces deux comités ont accepté de travailler de façon bénévole. C'est sans contrepartie, sans incidence financière. C'est rare. Hein? Oui, c'est rare, puisque c'est une question qui concerne tout le monde. Et donc, les gens se sont investis à fond, à travailler de jour comme de nuit, à travailler même à distance. Il y a des lignes, comment on appelle, les lignes Zoom qui ont été créées, des liens. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer travaillent même à distance. Et c'est de jour comme de nuit, pendant 1 mois et demi. Et le second comité aussi a travaillé pendant 1 mois environ. C'est ça. Et les rapports sont déposés. Et le premier et le second comité, même à ça, il y a des comités qui sont allés sur le terrain pour sensibiliser davantage les populations. Vous voyez, donc, il y a une contribution. Chaque membre du comité apporte une contribution financière pour payer du carburant, pour payer, en tout cas, tout ce qu'il y a comme entretien pour que les équipes se déplacent pour aller sur le terrain. C'est ça. Et honnêtement, je me dois de leur reconnaître ça et de leur dire toute ma gratitude.
Voilà. Revenant à votre question. Oui, ça fait 4 mois que vous êtes à la tête du département. Oui. Bon, effectivement, le 13 septembre dernier, j'ai accompli mes 100 premiers jours à la tête du département des Collines. Et c'est vrai qu'il est trop tôt de faire un bilan, mais nous avons juste fait une pause afin d'apprécier ce que nous avons fait et comment mieux relever les défis qui s'imposent à nous. C'est ça. Et nous ne pouvons pas étaler tout ce qui a été fait sur le plateau. Bon, néanmoins, permettez-moi de revenir juste sur quelques points. En tant que représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement, je veille à la coordination des services déconcentrés de l'État et au suivi de la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Alors, à ce niveau, je reçois régulièrement les maires, des maires, le point de l'évolution des projets de l'État en cours d'exécution dans les communes. Et ces projets sont multiples et multiformes, comme la construction des infrastructures routières, la construction des infrastructures sanitaires, la construction des infrastructures hydrauliques, agro-pastorales, et aussi sportives, puisque vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, j'aime le sport. Oui. Par le passé, j'ai eu à fréquenter dans un institut de sport, et il y a les stades qui sont en construction, et presque achevés, à Ouessé et à Savalou. Lorsque vous y allez, vous avez vraiment du plaisir à faire du sport. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement pour les efforts qui sont faits quotidiennement avec des investissements massifs, sans bruit. Comme on le dit, sans tambour ni trompette. Voilà. Donc, j'assure également la tutelle des communes en leur apportant l'assistance conseil à travers les services de la préfecture et les services déconcentrés de l'État au niveau du département. Et en procédant également au contrôle de la légalité des actes pris par les autorités communales. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'assure aussi la sécurité des personnes et des biens en tant qu'autorité de police administrative dans le département. Et donc, voilà globalement ce que je peux dire en ce qui concerne les 100 premiers jours dans le département. C'est ça. Alors, vous avez parlé bien sûr donc, parlant de l'économie dans ce département. On sait qu'il y a cette affaire, le manque d'eau, la fourniture bien sûr d'une eau potable dans ce département se pose avec acuité. On sait que c'est récurrent. Est-ce que le gouvernement a suggéré ça? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que les populations, franchement, soient mieux desservies par rapport à ça? Oui, la question d'eau, vous savez, le département des Collines connaît assez de difficultés compte tenu du sol, de la pédologie. Et donc, du fait que nous sommes au pied des collines, il est difficile pour nous d'avoir de l'eau de qualité. Et donc, le gouvernement ayant compris ça, avait pris déjà le taureau par les cornes en mettant en place un barrage. Et ce barrage est presque achevé, c'est à 70% d'exécution. Le reste est juste une question d'équipement à amener et le travail va être achevé. Alors, dès que ce barrage sera terminé, la capacité de production de ce barrage aujourd'hui pourra alimenter les communes de Dassa, de Savet et de Glazoué jusqu'en 2040. Jusqu'en 2040 au moins. Cela veut dire quoi? Dans 20 ans aujourd'hui encore, d'ici 20 ans, les communes de Glazoué, de Savet et de Dassa ne connaîtront pas des problèmes d'eau, bien que la population va s'augmenter. C'est-à-dire, la population va s'accroître jusqu'en 2040. Cet effectif de la population des 3 communes pourra être maîtrisé, avoir la quantité, la qualité d'eau qu'il faut jusqu'en 2040. Anticiper alors. Anticipation, vraiment. Et donc, c'est vraiment énorme de savoir que ce problème n'a pas été résolu au plus profond. Ce n'est pas du saupoudrage, ce n'est pas du superficiel. On aurait pu
En dehors de ça, il y a aussi l'Agence nationale qui s'occupe de l'alimentation en eau potable dans les milieux ruraux, dans les milieux ruraux plutôt. Et cette agence aussi fait de son mieux en faisant des forages. Alors, donc, c'est pour vous dire que la question d'eau est maîtrisée déjà presque à 50%. Parce qu'il reste encore les communes de Banter, de Wessé et de Savalo. En précisant qu'il y a déjà un projet avec les reprises de bâches d'eau à Savalo qui est en construction. Donc, avec le temps, il est envisagé la phase 2 de ce projet. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la phase 2, donc les communes qui restent, à savoir Wessé et Savalo, Banter, seront couvertes, seront desservies. Alors donc, finalement, je pense que d'ici la fin, en tout cas la fin du deuxième mandat du président de la République, la question d'eau sera du passé. C'est ça. Et c'est ce qui a à saluer. Et sur le plan de l'assainissement, sur le plan agricole également, on sait qu'il y a le groupement intercommunal des collines. Et ça existe toujours Oui, bien sûr, ça existe. Alors, logique. Alors, comment vous arrivez à travailler avec tout sur le plan agricole? Parce qu'à un passé récent, vous savez, les gens ne produisaient plus. Voilà. Est-ce que dans ce département, vous encouragez justement les agriculteurs, les paysans à aller vers la terre parce que tout le monde veut rester dans les bureaux aujourd'hui? Non, mais je pense que ça, c'est déjà révolu. Même si, il y a du travail à faire avec la jeunesse qui a la jeunesse détentrice d'un diplôme qui pense que forcément, il faut aller vers un bureau avant de gagner sa vie. Non. Mais je pense que, je peux vous dire qu'il y a des projets qui sont montés, comme le PADAC, qui est un projet vraiment important à investissement massif, qui travaille dans le département des collines. Et ce projet PADAC construit plusieurs infrastructures agro-pastorales dans les 6 communes et pour permettre à ces communes de mobiliser plus de recettes. Et donc, il y a aussi le programme intercommunal d'appui au développement économique qu'on appelle PIAD, qui est en train de mettre en place des outils modernes pour renforcer la mobilisation des recettes communales. En dehors de ça, il y a des projets comme PACOFID. Il y a PACOFID aussi qui travaille et qui renforce beaucoup plus les exploitants qui travaillent dans la filière anacarde. Donc, il y a beaucoup de projets et le GIC, en tant que groupement intercommunal, travaille aussi à apporter sa contribution et à renforcer les communes et à les accompagner et pour vraiment décoller. Donc, c'est pour vous dire que le département des collines est un département agricole. Les projets que le gouvernement a mis en place sont des projets vraiment bien réfléchis, structurés et qui vraiment amènent à booster l'économie. Lorsque vous prenez, par exemple, je vous donnerai juste 1 ou 2 exemples. Le premier, c'est la filière anacarde, qui est une filière qui caractérise le département. Et vous savez que de plus en plus, il y a la question de rendement qui se pose. Et on dit, oui, nos plantations ne donnent plus comme avant. Mais il a été démontré que pour que les plantations donnent, il faudrait faire des éclaircies. Parce que, entre-temps, sans avoir beaucoup d'informations, les paysans plantaient comme ils pouvaient et comme ils en savaient. Alors, lorsque vous mettez, par exemple, plus de 100 pieds sur un hectare, c'est que la plantation est touffue et le rendement baisse. Donc, quand vous prenez PACOFID, par exemple, accompagne chaque paysan à avoir 55 000 francs par hectare pour faire des éclaircies. Lorsque le paysan va nettoyer sa plantation, il y a des tronçonneuses qui sont achetées, la main-d'œuvre est prise en charge par le projet et également le carburant, l'essence qui va servir à utiliser les tronçonneuses. Donc, on compte le nombre et on fait des éclaircies. De sorte qu'on compte exactement 100 pieds sur un hectare et c'est ça qui subsiste. Et on fait des élagages et puis vous allez voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, les plantations reprennent et le rendement devient plus important. À côté de ça, il y a le greffage de l'acajou qui se fait désormais.
un peu comme le mangue ordinaire. On est passé des mangues ordinaires vers les mangues greffées. Aujourd'hui, il est possible de planter des plantes d'acajou greffées. Et lorsque vous les plantez en respectant les normes, c'est que ça accroît sensiblement, ça dédouble sensiblement le rendement. Et en ce moment-là, vous voyez les plants sélectionnés, greffés, et coûtent 600 francs. C'est-à-dire que vous achetez un plant, c'est à 600 francs. Oui. Mais le gouvernement subventionne pour 500 francs. Alors, et le paysan ne paye que 100 francs. Ça veut dire que pour un hectare, le paysan paye 10 000 francs. Il va faire les formalités et lorsqu'il amène le reçu, on va lui livrer. Et donc, ces projets sont mis en place pour accompagner les paysans dans le département. Et donc, c'est des choses vraiment qui encouragent. Et quand on entend ça, et ça ne peut que nous réjouir. C'est une très bonne idée, monsieur le préfet. Nous allons continuer donc cette émission Carte sur table, mesdames et messieurs, pour parler maintenant de la crise sanitaire qui secoue donc le monde entier. Alors, comment vous arrivez à gérer cette situation au niveau des départements des collines? Bon, au niveau des départements des collines, nous suivons les instructions du gouvernement. Vous savez, le gouvernement n'a jamais cessé, à travers les différents canaux, de sensibiliser la population béninoise. Oui. Et donc, nous jouons ce rôle de relais sur le terrain. En ce qui concerne les recommandations fortes, qui est d'abord la vaccination, je dois vous avouer que moi-même, je suis vacciné. J'ai mon carnet, j'ai même la petite vidéo. Je me suis vacciné pour donner le bon exemple. C'est ça. Et donc, j'ai recommandé fortement à tous mes collaborateurs de se faire vacciner, ce qui a été fait. Et quand vous arrivez au niveau de la conférence administrative départementale, qui est le répondant du Conseil des ministres, donc au niveau départemental, et tous les chefs services, tous les directeurs et chefs services de l'État sont instruits pour se faire vacciner, ce qui a été fait également. Donc, le problème se pose maintenant au niveau des populations, c'est réticent. Voilà, oui, au niveau des populations, en fait, ils acceptent quand ils vous demandent, moi je dis par exemple, allez vous faire vacciner, on me dit, monsieur le préfet, vous voyez, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Je dis, non, vous êtes sûr, qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis vacciné. Ils disent, ah bon, vous êtes vacciné? Je dis, oui, je suis vacciné. Et quand ils n'y croient pas, c'est ça? Ils n'y croient pas. Et je dis, bon, regarde la photo, regarde mon carnet. Ça c'est regarde alors la vidéo. Je me suis fait vacciner. Et ils disent, bon, si c'est ça, bon, moi je vais faire. Maintenant, qu'est-ce que vous me proposez? Je dis, bien, à vous de faire le choix. Il y a plusieurs sortes de vaccins. Vous avez le choix de vaccins. Et donc, c'est vrai, il y a une réticence, qui est là, mais de plus en plus, les gens adhèrent. Ce qui est un peu dérangeant, c'est peut-être des personnes qui ne devaient pas intoxiquer, qui se permettent de dire des choses. Vous voyez, d'autres personnes se mettent derrière leur téléphone, ils envoient des audios, ils disent ce qu'ils n'ont pas vu. Ah, voilà, Et pourtant, il y a eu des décès en cascade ces derniers temps. Oui, il y a des décès. Et des décès. Je dis, mais moi, je ne suis pas médecin, mais si vous dites que oui, ceux qui ont fait le vaccin vont mourir dans tel nombre d'années, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, je dis, mais moi, je préfère alors programmer mourir dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, plutôt que de mourir en une semaine. Parce que quand vous avez la forme grave, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, on connaît de grandes personnalités ici et ailleurs et qui n'ont pas pu survivre. Donc, je préfère alors ça. Et donc, quand on leur parle, et ils savent que vous-même, vous avez fait, et ils voient les images, et je crois, même des conseillers étaient réticents, mais quand je leur ai parlé, ils sont allés se faire vacciner. Et donc, la population aussi, ce que nous devons faire, c'est de ne pas baisser les bras et de continuer à sensibiliser à toutes les occasions qui s'offrent à nous, pour parler à la population. Il faut aller par la méthode forte pour le continuer à se faire vacciner, ou bien il faut toujours continuer la sensibilisation pendant encore un bon moment? Non, moi je pense qu'on doit continuer la sensibilisation. Et c'est le gouvernement qui apprécie. Si le gouvernement apprécie, nous donne des instructions, le préfet à l'exécution, il n'y a pas de problème. Mais en attendant d'arriver à certaines décisions qui seront prises par le gouvernement,
nous ne pouvons pas baisser les bras, nous continuons la sensibilisation pour que, ne serait-ce que quelques personnes puissent encore adhérer. Mais quand les gens savent que tel et tel se sont vaccinés, eux-mêmes, ils se disent, bon, on peut périr collectivement, c'est pas grave. Donc, ça les amène beaucoup plus à se faire vacciner. Donc, il y a le directeur départemental de la santé qui fait aussi un bon boulot, qui, à tous les instants, vous savez, le département des collines est un département qui accueille beaucoup d'événements. Et je veux parler par exemple du pèlerinage. Oui. C'était vraiment difficile pour nous, mais des réunions sur réunions avec l'évêque et son staff nous ont quand même amenés à tenir. Sinon, on était à un doigt d'annulation. C'est ça. Mais on a compris quand même qu'il fallait quand même tenir. Et à l'intérieur, au regard des promesses faites par l'évêque et son équipe, c'était qu'à l'intérieur, les mesures devaient être respectées. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'efforts. Et il faut saluer l'encadrement de la Croix-Rouge, comment on appelle, les MADEP, de l'Église, et aussi toute la délégation. Il y a une équipe qui est détachée pour venir nous appuyer là-bas. On a pu tenir, mais c'est vrai qu'à la fin, des cérémonies, et ça s'est embrouillé et tout. Mais Dieu étant aussi au contrôle, on a pu quand même passer ces événements. La 15 août également aussi, il y avait des séances préparatoires où j'ai donné des instructions fermes pour dire voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, si vous ne respectez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas et continuer avec l'activité. Et en gros, le comité mis en place par le maire de Savalou a quand même travaillé comme il peut. Et ce comité nous a quand même montré quand même sa bonne volonté, même si il a été débordé après par l'événement. Voilà, parce que ce n'est toujours pas facile de maintenir aussi la foule. Voilà. Alors pour finir sur cette question donc de Covid, il faut dire que pour freiner donc la provocation du virus, votre homologue de littoral, je vais parler bien sûr du préfet Alain Ouroula, a fermé plusieurs bars et discothèques. Alors vous y pensez aussi dans les collines? Absolument. Puisque toutes les occasions sont à saisir, elles sont bonnes, pour que nous puissions quand même limiter ou bien endiguer la pandémie. Donc, il y aura une inspection, un contrôle qui sera fait. Ceux qui vont respecter les normes, ils vont poursuivre leurs activités, mais jusqu'à un niveau donné, jusqu'au seuil de la tolérance, je crois que nous allons adopter la même posture. Alors, l'Assemblée nationale ouvre sa 3e session extraordinaire le 7 octobre prochain. Alors, parmi les 4 dossiers inscrits à l'ordre du jour, il y a le projet de loi portant code de l'administration territoriale. Alors, monsieur le président, vous êtes de ceux-là qui disent que le bilan des 2 dernières décennies, bien sûr, de la décentralisation est, disons, globalement négatif? Bon, je ne peux pas dire que c'est négatif. Mais on a des raisons légitimes de dire qu'on peut mieux faire. C'est ça. Et si on peut mieux faire, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. À l'interne, quand vous regardez la décentralisation telle que c'est conduit, et c'est fait au regard des textes. Et lorsque vous faites une relecture en prenant du recul, 20 ans après la mise en œuvre, il était quand même nécessaire de marquer un arrêt, d'examiner le corpus législatif qui était mis en œuvre et évalué. C'est ce qui a été fait par le gouvernement. Et de l'évaluation, il ressort que il y a beaucoup de lacunes à corriger. Surtout que le maire étant un homme élu, donc politique, cumulait à la fois la fonction technique, la fonction administrative, ce qui ne lui permettait pas forcément d'avoir les coudées franches pour prendre ou bien pour poser des actions fortes pour ou en faveur de sa localité. Et donc, le gouvernement ayant compris cela, a estimé qu'il fallait forcément permettre au maire de jouer pleinement sa fonction politique pour que, à la fin, il n'y ait pas de souci à se faire en disant oui, j'ai évalué, ou bien il y a telle évaluation qui s'amène, et puis on prend peur. Et donc, au regard de ça,
j'ai estimé que le diagnostic qui est posé, non seulement il est réel, mais les perspectives en termes d'amélioration du cadre législatif sont si bien réfléchies que aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif de la commune, c'est-à-dire celui qui remplacera le secrétaire général, qui sera un cadre technique qui a le niveau requis avec le nombre d'années d'expérience qu'il faut. Et c'est ce cadre-là qui sera tiré au sort, ou bien au hasard. Parce que l'administration communale ou territoriale, territoriale, communale, pour être plus précis, est un prolongement de l'État central. Et donc, on ne peut pas avoir des cadres de qualité, des cadres qualifiés au niveau national. Et quand on descend au niveau des communes, il n'y a pas de cadres vraiment qu'il faut. Et donc, vous savez, les communes ont parfois, les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a des communes qui ont du personnel, mais ce personnel n'est pas qualifié. Adapté. Adapté. Mais ailleurs, le peu qui existe ne suffit même pas. Et donc, le gouvernement a compris qu'il faut doter les communes de cadres qualifiés pour que l'administration communale puisse se mettre au même diapason que l'administration centrale, pour que les résultats attendus soient atteints. Et donc, c'est ce qu'a fait le gouvernement en proposant ces réformes et en disant désormais, les cadres techniques, vous voyez, le chef service technique, le chef service affaires financières, le chef service, mobilisation des ressources ou planificateur, tous ces chefs services seront tirés au sort. Mais dans tout ça, le maire n'est pas l'ordonnateur. Il n'est pas l'ordonnateur. Bon, non, vous savez, c'est ce qui était revenu et quand on était au palais des congrès. Oui, mais le président a bien dit clairement, il est élu, et il a toujours dit, je vais plaider auprès du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, quoi qu'étant le premier responsable, disposant de l'administration, n'est pas l'ordonnateur du budget. C'est le ministre des Finances. C'est le ministre des Finances. Alors, donc, à ce titre déjà, si le maire, on le retire cette attribution, je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses, puisque déjà, le maire, vous savez, le chef de l'État a rappelé que quand il est venu, il a audité toutes les mairies. Oui. Mais il n'a pas trouvé un seul rapport qui dit ici c'est bon, mais on peut voir. Mais tout était à reprendre. C'est ça. Je parle à demi-mot. Tout est à reprendre. Et donc, dans cet état, faut-il faire un audit, sanctionner les gens? Vous voyez, les maires, donc, confier ces maires à la justice, ou bien faut-il fermer les yeux? Tout ça, c'est tout ça qui justifie l'intérêt ou bien la nécessité de la réforme. Et les propos du maire de Komassé, et c'est passé sur les réseaux sociaux, on a tous entendu, moi j'étais dans la salle, et quand il dit remettez-nous notre budget, et le président a répondu ce n'est pas votre budget. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que être ordonnateur du budget... Il y aura plus cet engouement des maires d'aller vers, désormais, aux élections communales pour devenir maire. Parce qu'on se dit, maintenant, si on est maire, on n'a plus de coups de franche pour pouvoir aller piger dans la caisse de l'État pour travailler, pour faire ci, pour faire ça. On connaît un peu la mentalité. Oui, je suis d'accord, mais quand on fait le diagnostic, jusqu'à présent, ce qui a arriéré nos pays sous les tropiques, c'est la malgouvernance. C'est ça. C'est la malgouvernance. Le diagnostic est clair, c'est connu de tout le monde. Mais si vous voulez avoir les coups de franche pour faire quoi? C'est pour faire des arrangements, des compromissions? Non. Mais aujourd'hui, on dit qu'on va relever, on va améliorer substantiellement. Le gouvernement, j'entends, veut améliorer substantiellement les conditions des maires, des ajouts aux maires et autres. Donc, quand c'est comme ça, je crois qu'on n'a plus besoin. Il vaut mieux être politique, assumer sa fonction de politicien ou politique et à la fin se retirer pour qu'on ne revienne plus dire écoutez, il y a mauvaise gouvernance ici et là. Et donc, c'est au secrétaire exécutif de répondre de tout ça désormais. Quel serait le rôle des préfets désormais par rapport à ce nouveau code de l'administration territoriale? Non, les préfets conservent toujours leur rôle là.
les attributions classiques. Seulement que maintenant, les pouvoirs de substitution, lorsque vous savez que, oui, lorsque vous constatez qu'il y a des actes à annuler, il ne revient plus au préfet d'annuler systématiquement. Il faut saisir le tribunal et c'est le juge qui va apprécier pour savoir si tel acte pris par le maire est en cours annulation ou pas. Alors, il est 10h30, 3 minutes dans les studios de Océan FM. Nous allons très rapidement survoler les quelques questions qui nous restent. Il y a aussi ce projet de loi important de disposition spéciale de répression des infractions commises en raison, bien sûr, donc à raison donc, du genre et de protection donc, de la femme. Alors, c'est pour restaurer l'image, bien sûr, donc, de la gente féminine au sein de la société qu'on a dû créer encore ou élaborer ce projet de loi, monsieur le préfet? Oui, vous savez, chaque société a ses valeurs. Chaque société a ses valeurs et chaque responsable, chaque dirigeant à une époque donnée définit la politique qu'il faut pour conduire les destinées du pays. C'est ça. Et quand vous voyez ce qui se passe et en ce qui concerne la gente féminine, pour parler en ces termes, c'est qu'il y a beaucoup de choses à revoir parce que, et nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous posons des actes envers les femmes et on se demande si ça vaut la peine d'être peut-être époux. Et vous avez vu une vidéo qui a circulé, ça n'honore pas. Il faut avoir le courage de le dire. Vous avez ce genre de plaintes comme ça dans le département des collines, des gens qui viennent vous voir pour dire qu'il y a telle personne qui m'a harcelé, telle personne, voilà. Est-ce que... Bon, pour le moment, je n'ai pas encore reçu de plainte officielle. C'est ça. Mais je sais que ça ne manque pas. Quand vous allez dans les collèges, il y en a plein. Le département des collines ne fait pas exception. Il y a ça, c'est sûr qu'il y a, puisque c'est de tout temps. Et les gens avaient même pris ça comme une habitude de harceler les élèves, et de négocier et tout ça. Donc, mais pour le moment, je n'ai pas encore de plainte officielle, mais je sais que ça existe. C'est ça. C'est vrai que nous avons quand même une kyrielle de lois qui protègent la femme. Malgré ça, bon, il faut encore instaurer d'autres lois. C'est vrai qu'on a remarqué, monsieur le préfet, que beaucoup de déviances sont observées donc, dans le pays. Les viols, les harcèlements sexuels, vous l'avez si bien dit, les comportements des cadres de l'administration. Même à un moment donné, dans votre département, les collines avaient battu, même le département avait battu le record d'un nombre d'élèves qui sont tombés enceintes. Est-ce que quelque chose est fait dans ce sens-là pour diminuer tout petit peu, c'est vrai, ce n'est pas taux zéro, mais pour diminuer un peu ce phénomène-là? Oui, je suis en discussion avec le directeur départemental de l'éducation, puisqu'il est envisagé, j'envisage organiser un forum départemental de l'éducation pour faire le diagnostic. Parce qu'au-delà même de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le département qui a battu le record des filles élèves enceintes, et il y a aussi que les résultats aux différents examens nationaux, le BPC et le baccalauréat, ne sont pas reluisants. Et donc, il est envisagé un forum départemental de l'éducation pour que tous les acteurs se retrouvent, discutent, fassent un diagnostic et que des solutions les plus appropriées soient trouvées et que le département vraiment change de position à défaut d'être la tête et pour ce qui concerne les bonnes pratiques et les résultats de fin d'année, mais quand même quitte les rangs où vous êtes dernier ou avant-dernier, ou que vous battez le record dans le classement des filles enceintes dans les établissements. Il y a aussi des filles qui provoquent aussi des fois. Il y a une loi aussi qui sera initiée dans ce sens parce qu'on a encore l'impression que c'est elle qui taille la paille du lion par rapport à ces projets de loi et autres. Est-ce qu'il ne faut pas mieux réfléchir vraiment avant de s'aventurer sur cette loi qui sera désormais comme une loi universelle, une loi nationale? Oui, vous savez, quand vous suivez la télévision, lorsque le président a présenté avec l'équipe, a présenté l'avant-projet de loi, mais il a dit clairement que lorsque vous êtes enseignant et que une élève vous provoque, dénoncez. Lorsqu'il arrive que vous vous retrouvez dans une salle de classe et vous trouvez une élève qui vous a plu, allez signaler pour qu'on vous décharge
de ces heures-là ou de cette classe. Mais si vous ne voulez pas le faire, Oui. c'est que vous allez vous laisser aller et finalement, vous allez tomber sous le coup de la loi. C'est ça. Donc, pour le moment, c'est une question de responsabilité personnelle. De dire, oui, cette fille, je ne la veux pas, mais elle me provoque. Mais, si je suis de la classe, je signale. Vous dégagez votre responsabilité. Si ce n'est pas ça, cela veut dire que vous vous laissez aller et finalement, à la fin, on va découvrir que vous êtes rentré dans les relations amoureuses avec votre apprenant. Et finalement, c'est que c'est vous qui allez subir la rigueur de la loi. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, les parents ne sont plus tellement à la maison pour mieux conscientiser ou mieux parler donc avec les enfants. C'est aussi l'éducation à partir disons de la maison. On sait que bon, ils passent assez de temps dans les établissements, dans les universités, mais ça doit commencer par la maison, monsieur le préfet. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents aujourd'hui par rapport à cette situation? Bon, souvent j'ai l'habitude de dire que si vous n'avez pas du temps pour éduquer les enfants, il ne faut pas en faire. Parce que l'encadrement d'un enfant, ce n'est pas l'argent, c'est l'éducation. Le premier héritage qu'un parent peut laisser à son enfant, c'est l'éducation et non les biens. Oui, parce que quand vous prenez les parents, ils n'ont pas le même statut, ils ne sont pas de la même catégorie. Il y a des parents qui ont les moyens, qui sont au bureau, qui sont partout et qui ne restent pas à la maison. Mais il y a des parents qui sont à la maison. Il y a des parents qui sont à la maison, peut-être artisans, et paysans ou ménagers. Oui. Mais ils ne sont pas... Pour eux, il y a un abandon. Il y a un délaissement de l'éducation, de sorte que vous ne les voyez pas forcément, ou bien toujours être rigoureux sur la qualité de l'éducation qu'il faut donner à l'enfant. Et donc, les enfants pensent que tout est permis et se font plus éduquer par les amis, donc par la rue, les camarades, et finalement, c'est le résultat que nous observons. C'est ça. Alors, le 61 53 90 53 ou le 65 00 24 24 pour intervenir donc, dans cette émission, je rappelle rapidement les numéros, le 61 53 90 53 ou le 65 00 24 24 pour intervenir dans cette émission. Alors, monsieur le préfet, il y a cette actualité qui, depuis quelques temps, bouleverse un peu le paysage politique national. Il s'agit bien sûr du septennat, qui a refait surface avec le mandat unique déjà sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Votre avis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sur cette question, je voudrais juste rappeler que, à ce que je sache, c'est juste un groupe de jeunes c'est un groupe de jeunes qui a fait cette demande et qui a déposé. Donc, à l'étape actuelle, je peux vous dire que ce n'est ni un avant-projet de loi, ni une proposition de loi. Donc, c'est juste un groupe. Et dès lors que ce n'est pas officiel, parce que pour prendre une loi, soit c'est un projet de loi, une proposition de loi. Dès lors qu'on n'est pas dans ces deux cadres, moi, il m'est difficil de me prononcer. Mais ça a été affecté quand même à la commission des lois. Oui, mais on attend la suite. On attend la suite. Donc, j'ai constaté, comme tout le monde, que ce groupe de jeunes-là a voulu ramener le débat. Et donc, les autorités compétentes, l'Assemblée nationale est saisie et faire ce qui est de son pouvoir. Et à la fin, on aura les résultats. Dès qu'on a le résultat, je pourrai me prononcer en ce moment-là. Alors, on va évoquer la situation donc, au niveau des collines, au niveau des départements, disons, au niveau des communes, bien sûr, du département donc, des collines. Il y a sur le royaume de Savalou, monsieur le préfet, qui est fondé au début donc, du XVIIe siècle, qui n'a plus de roi. Je ne sais pas si ça a été fait déjà, parce qu'il y a tellement de guéguerres pour installer le roi de Savalou. Vous travaillez sur ça aussi, mais quelle est la situation actuelle aujourd'hui? Bon, je dois vous dire que l'État ne s'immisce pas dans la désignation des rois. L'État ne s'immisce pas dans la désignation des rois. En revanche, le préfet, en tant qu'autorité départementale, assurant la police administrative, est tenu de prendre des mesures pour préserver la paix, la quiétude. Et donc, tout ce qui est possible pour qu'il y ait la paix, c'est ça qui est du ressort du préfet, du maire, du chef d'arrondissement et autres. Et donc, pour le moment, c'est vrai, il y a des guéguerres. Et donc, je ne souhaiterais pas opiner comme ça sur cette question.
Et je voudrais simplement vous dire que les personnes concernées par la royauté sont en discussion. C'est vrai, l'affaire était allée au niveau du tribunal. Oui. Il y a des décisions qui sont rendues. Et bon, en tout cas, donc, je voudrais vraiment rester à ce niveau-là pour ne pas en dire plus. Et donc, l'État ne choisit pas. L'État n'a pas de préférence. L'État collabore, bien, travaille avec celui qui est désigné roi. Et donc, on attend et on espère que tout ce qui se fait à Savalou va permettre quand même d'apaiser les uns les autres pour que le roi soit désigné. Et je voudrais préciser que cette affaire de royauté, ce n'est pas seulement Savalou. C'est un problème national. Et qui vous souvienne, je vais juste vous rappeler qu'à Banté, dans l'arrondissement de Bobé, il y a un village qu'on appelle Asaba. C'est un petit village, mais qui a un roi. Et il est projeté l'intronisation d'un second roi dans un petit village. Un petit village qui n'a même pas de quartier. Et donc, ce n'est pas pour dénigrer le village, hein, c'est pour dire que, quelle que soit l'étendue du royaume, on n'a jamais eu besoin de deux rois dans un même royaume. C'est ça. Mais les circonstances nous amènent à assister à ça. Et nous savons que toutes les fois que ces cas de figure se présentent, les conséquences que cela emporte sont vraiment dommageables. Et donc, cette façon de voir les choses, que désormais, on peut avoir 2, 3 rois dans chaque royaume ou chaque localité, est devenu comme un effet de mode. C'est ça. De sorte que le ministre de la décentralisation a pris des mesures et nous a instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour suspendre jusqu'à nouvel ordre toute intronisation sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, en ce qui concerne le département des collines, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un arrêté pour suspendre jusqu'à nouvel ordre l'intronisation de roi sur toute l'étendue du département. Et donc voilà, c'est récurrent de savoir ou de constater que dans telle localité, il y a 2 rois, nous aussi on doit avoir 2 parce que là-bas ils ont 2, nous aussi, et puis bon, voilà. Donc voilà ce qui est fait. Alors nous allons parler très rapidement du budget général de l'État exercice 2021. Près de 2500 milliards de francs CFA ont été prévus donc, pour l'exercice 2022, je l'avais dit tantôt. Alors selon vous, quelles seront les priorités aujourd'hui, quand on voit un peu, disons, nos populations, c'est vrai que le gouvernement a beaucoup travaillé sur les routes, a beaucoup travaillé sur le plan agricole. Les priorités aujourd'hui, selon vous, dans ce budget, 2500 milliards de francs CFA, est-ce que vous avez des pistes? Pourquoi pas? C'est fait, c'était déjà fait, mais qu'est-ce qu'il faut attaquer très rapidement, monsieur le préfet? Bon, ce que je peux dire, c'est un budget à la mesure et à la portée de nos moyens. C'est un budget qui prend en compte le social. Et le social, bien compris, ce n'est pas du social où on vient jeter de l'argent. Et donc, quand vous prenez la décomposition de ce budget, on se rend compte que l'idée véhiculée à tort en disant le gouvernement ne se préoccupe pas du social est une idée erronée. Et ce budget vient témoigner cela. Et donc, quand vous prenez ce budget, on se rend compte que, effectivement, le social sera fortement impacté et cela va dans l'intérêt de toute la population béninoise. Et parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des problèmes par-ci, par-là, et chacun estime que le panier, estime à tort ou à raison, que le panier de la ménagère s'amenuise. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est la satisfaction des besoins sociaux collectifs. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est souffrant, il est malade, il va aux soins, il a le soin de qualité, ça c'est du social. Si quelqu'un envoie ses enfants à l'école, il a l'éducation de qualité pour ses enfants, c'est du social. Lorsqu'on prend le projet Arche, assurance maladie et autres, c'est du social. Et donc, ce sont les besoins existentiels, collectifs, que ce projet ambitionne de
résoudre. Ça. Et donc, c'est ce que je peux dire. Alors, je sais que vous aimez, j'avais dit tantôt que vous aimez beaucoup le sport. On n'a pas évoqué justement les équipes du département des collines. Les écureuils jouent jeudi prochain donc, à Dar es Salaam contre la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Vous suivez les écureuils? Bien sûr, je suis les écureuils. J'ai toujours suivi les écureuils. Et comme je vous l'avais dit, je suis un sportif. Je suis sportif. Et ce n'est pas bon de faire aussi un grand retour. Sinon, au collège, les amis savaient que j'étais modestement travailleur, jusqu'à même avec le sport. Donc, je ne perdais pas de points, même en sport. Et donc, j'étais footballeur, j'étais handballeur, et je faisais un peu de tout. Maintenant, lorsqu'on revient aux écureuils, c'est la seule et la plus grande équipe que nous avons. Et chaque Béninois a toujours été fier d'accompagner les écureuils, et donc j'en fais partie. C'est ça. Et je voudrais profiter pour saluer le ministre des Sports pour tous les efforts qu'il déploie chaque jour avec son staff. Remercier en premier d'ailleurs le gouvernement, et aussi remercier et féliciter l'équipe d'encadrement et dire toute mon admiration pour l'équipe. Donc vous êtes fier des performances des joueurs de l'équipe nationale? Oui, mais... Pourtant, les avis sont partagés. Mais Paris n'est pas fait en un jour. Vous savez... on n'est pas se qualifier pour la CAN alors qu'on était quart de finale, 8e de finaliste. Oui, chaque peuple a sa culture. Nous n'avons pas forcément la culture sportive. Vous savez, dans certaines localités, quand vous allez au Cameroun à côté, le football est comme... C'est la chose la mieux partagée. Où une vieille personne adhère et soutient. Donc, pour certaines personnes. Voyez, chez nous, c'est maintenant, c'est avec les investissements actuels et l'accompagnement, le sérieux qui entoure la chose. Parce que c'est vrai, chaque équipe a un parcours, a ses faiblesses, a ses atouts aussi. Mais lorsqu'on gagne, les écureuils jouent et qu'on marque le premier but à l'équipe des écureuils, à notre équipe, vous savez que tout le monde... Ça tombe, et puis bon, tout le monde est là, dit, on savait, il ne faut pas faire. C'est comme ça les écureuils. Donc, on ne communique même plus positivement, on ne vibre plus positivement pour l'équipe. Alors que, vous prenez le Nigeria, ce qui est frappant, si l'équipe du Nigeria joue, qu'on est marqué à l'équipe, ou bien que l'équipe du Nigeria est marquée contre son adversaire, les supporters sont toujours en pleine animation. De la première minute jusqu'à la dernière. De la première à la dernière minute. Mais chez nous, même les supporters déplacés pour aller là-bas sont là. Et lorsque quelqu'un joue mal, on dit ouf, on savait ouf. Mais je crois que de plus en plus, on a compris et que nous avons l'obligation de porter, d'abord de prier, de vibrer positivement pour accompagner l'équipe. Et donc, comme je l'ai dit, et si le sport n'est pas de notre culture, de notre tradition, mais on constate quand même que de plus en plus des efforts sont faits pour que d'ici peut-être les prochaines années, vous avez vu les stades qui sont en construction. Il ne faut pas construire des stades, pas avoir des équipes évoluer sur ces stades-là, c'est ça le problème. Non, mais il y aura des académies de sport. Il y aura des académies. Vous voyez un peu? Mais si on construit des stades et on met en place des pépinières de joueurs qu'on encadre de façon vraiment sérieuse, mais il y a du talent partout. J'avais dit, il y a une politique sportive dans les départements des collines aussi par rapport à ça. Bon, collines, pris globalement, non. Mais il y a des équipes, au niveau du département qui travaillent dans ce sens-là. Ok. Alors, monsieur le préfet, c'est vrai que nous sommes tenus par le temps. Il est 10h22. Nous avons à peine 5 minutes encore pour finir cette émission très rapidement. Je ne sais pas si de l'autre côté de la baie vitrée, on me fait un grand geste, qu'il y a peut-être quelqu'un en ligne. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, éminent journaliste, bonjour. Oui, bonjour. À qui a-vous l'honneur? Merci d'être revenu. Merci. C'est cette émission qui me ramène sur OCFM. Merci beaucoup. Ah oui. Comment vous allez? Ça va, je rends grâce. D'accord. Merci pour tout. Merci. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur Afolabi. Mes félicitations pour votre nomination en tant que première autorité des collines. Merci, monsieur. J'ai quelques questions, puisque nous sommes tenus par le temps. Oui, allez-y. Dites-nous, que dites-vous du président des jeunes de Savert? Puisque en temps,
On l'avait vu devant les caméras de la République où la police républicaine est allée l'arrêter. Dans un hôtel à Parakou où on l'a qualifié de malfrat, de gangster, de coupeur de route. Je veux nommer le général Faleti, le général civil Faleti. Elle a dit, si on n'est pas du même bord que la rupture, ça suffit qu'on traite quelqu'un de malfrat, monsieur le préfet. Mais félicitations encore pour votre courage en allant se faire vacciner. Moi, je ne l'ai pas encore fait. J'ai mes parents, mes amis qui l'ont fait. Et si nous sommes autour d'un pot, on me demande d'aller faire, je leur dis, je vais vous observer pour 2 ans d'abord. Si quelqu'un de vous arrive, je dirai le faire. Puisque vous savez, ça pose polémique. Un vaccin qui pose polémique, même chez les Blancs. Chez les Français qui nous colonisent, ça crée problème chez eux. Voilà. Vous avez un vaccin où... Vous avez 1 minute 30 secondes, mais vous avez déjà fini pratiquement votre temps d'antenne. Merci, M. Afolabi, pour votre intervention. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour. Oui, bonjour. À qui vous l'honneur? Oui, à qui vous l'honneur? C'est le sœur Damien Boya. J'appelle depuis Ouida. Hein. Depuis Ouida, oui. Allez-y. Bien, je salue monsieur le préfet. Merci. Pour avoir été le premier sur votre émission. Merci beaucoup. En 2021. Voilà. Je le remercie beaucoup pour son courage. Et je le prie. Parce que j'aime trop la colline, les cadres de la colline. Je le prie de pacifier la colline. Parce qu'il est en train de le faire. On le sait, c'est un jeune, il est en train de le faire. Le président Talon a vu juste en le nommant préfet. Parce que je vous dis que j'aime les cadres de la colline. Mon premier DG en 1975 à l'ONATO, c'est M. Amos Elegbe. Il a été mon DG et ensuite mon ministre du Commerce, Artisanat et Tourisme. Oui. Il m'appelle mon fils. Et je l'aime beaucoup. J'aime tous les cadres de la colline. C'est ça. Monsieur le préfet, je vous remercie. Et je vais toujours prier pour vous, pour que vous réussissez votre mission. D'accord. À la tête de la préfecture de colline. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Damien Boya, depuis Ouida. Nous allons continuer à recevoir donc quelques auditeurs en ligne, puisque c'est vrai que nous sommes tenus par le temps. Nous allons peut-être permettre rapidement au préfet en attente de recevoir d'autres, de répondre à ces questions. Le président des jeunes de Saver, voilà, monsieur Afolabi qui a posé une question très pertinente. Bon, je voudrais remercier les 2 intervenants. Et par rapport à cette question, je voudrais dire que nous n'allons pas polémiquer inutilement. Et le président des jeunes de Saver n'a pas été interpellé ex nihilo. C'est ça. Il n'a pas été interpellé ex nihilo. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas l'avis d'un gouvernement que vous allez vous ériger en général et mener la localité en bateau, faire ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, il y a des moyens ou des voies autorisées ou des voies appropriées pour le faire, pour exprimer son mécontentement. Donc, venir dire que est-ce que c'est parce qu'on n'est pas en phase avec la rupture qu'on est traité de gangster? Non, je ne pense pas. C'est ça. La rupture n'a jamais traité quelqu'un de gangster, mais il faudrait aller voir de plus près. Les gens ont commis des actes qui sont réprimés par les lois de la République. Lesquelles lois ne sont pas élaborées par la rupture? Et donc, vous voyez, aujourd'hui, si on fait une analyse à contrario, on se rendra compte que ce n'est pas quand, à un moment donné, on avait une position. Mais lorsqu'on a perdu cette position, on ne peut pas aller prendre les armes ou prendre tout ce qu'on a pour dire jamais, comme moi je ne suis plus là, on ne doit plus permettre que ceux qui sont là fassent leur travail. Et c'est ce que nous devons éviter de faire. C'est ça. Et moi, en ce qui me concerne en tant que préfet, en tant que natif du département des collines, ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser les parents pour leur dire, attention, regardez. Hier, c'était comment? Aujourd'hui, c'est comment? Demain, ce sera autre chose que nous ne connaissons pas. Et donc, nous ne devons pas protester de ce que nous ne sommes pas proches du pouvoir et saccager, saboter, faire tout ce qu'on veut. Et parce qu'on va dire, parce qu'on est opposant, on nous persécute. Mais est-ce qu'on vous a persécuté sans avoir rien fait? C'est ça la question. Et donc, je voudrais vraiment demander à M. Afolabi de relativiser les choses. On ne peut pas, la rupture n'est pas un bourreau. On ne peut pas aller attraper quelqu'un et n'est pas le seul opposant. Il y a des opposants par conviction et ils sont très déterminés, qui sont là encore.
ils ne sont pas inquiétés. Il y a beaucoup qui se retrouvent derrière les barreaux aujourd'hui, oui, qui sont quand même de la rupture, et qui sont oui, justement, je tenais même à... Oui, parce que, vous savez, il y a beaucoup, M. Afolabi et tous les Béninois savent que ce n'est pas parce que vous êtes de la rupture que vous êtes autorisé à faire ce que interdisent les lois de la République. Et ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous allez prétester de ça pour dire ce serait l'acharnement, la chasse aux sorcières, on est en train de me pourchasser innocent. Non, si vous faites, vous serez sanctionné. C'est ça qui est fait. Donc, M. Faletti, le général Faletti, comme vous aimez l'appeler, n'est pas au-dessus des lois de la République. Parce que ce qu'il est en train de faire, lorsqu'on change les acteurs et qu'on le met de l'autre côté, si on lui fait ça, il ne va pas accepter. Puisque les lois de la République restent les lois de la République. Elles sont à respecter. En ce qui concerne la pacification, les cadres des collines, je ne peux pas citer les noms en fait. Sinon, si je me mets à citer, peut-être que les 1h30 de l'émission ne nous suffiraient pas. Tous ceux qui m'ont accompagné, tous les résultats que nous observons déjà sur le terrain, c'est vrai, c'est moi qui suis devant, mais ce n'est pas l'œuvre du préfet tout seul. C'est l'œuvre des uns et des autres. Des acteurs politiques, mouvances comme opposition, des hommes de la société civile, les têtes couronnées, les religieux de divers ordres, les cadres d'un certain niveau à la retraite. Et donc, vous voyez, quand on met sur pied un comité qui est présidé par l'honorable, l'ancien ambassadeur Achode, c'est pas un petit monsieur. Et le général Kako Théophile, le général Okesouman, le ministre Lauro Grégoire, et ainsi de suite, beaucoup de ces gens-là ont contribué à ce que nous faisons. Et du côté de ça, le général Lakpona, le général Lagani, le professeur John Igué, le ministre Elegbe Amos, le ministre Adimi, tout ce beau monde-là. Vous voyez, c'est près de 70 personnes par commune qui travaillent dans ces différents comités. Ceux qui sont consultés, qui n'y figurent pas, sont aussi importants. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que, oui, si aujourd'hui on a des résultats, c'est l'œuvre de tout le monde, ce n'est pas l'œuvre unique du préfet que je suis. Je crois que Damien Bouya, donc, de Vida, est bien servi. Hein. Voilà. Malheureusement, je pense que nous allons finir cette émission. Il est 10h30 dans notre studio. Alors, monsieur le préfet, c'est vrai, les portes de la radio sont ouvertes. À tout moment, vous pouvez revenir pour, disons, se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité. Alors, vous avez 1 minute pour ramasser, pour faire un peu, disons, votre mot de la fin. Bon, merci beaucoup et je n'ai pas vu le temps passer. C'est vrai, ça va vite. Je n'ai pas vu le temps passer, je devais aborder certains points. Oui, mais vous avez, si c'est ça, ici, avec la technique, si vous le permettez rapidement, vous pouvez le faire en 1 minute, ou 2 minutes à peu près. Non, mais je pense que d'abord, je voudrais vous remercier, avant la fin, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant ici, dans ce studio. Et surtout que c'est la toute première émission après le... Comment dit-on, l'arrêt momentané de cette émission. Et c'est un honneur pour moi d'être ici et je voudrais vous remercier pour ce que vous faites pour les collines aussi, puisque ce n'est pas ma personne, c'est la personne de tout le département qui est mise en lumière et je voudrais vous remercier pour cela. Et en ce qui concerne la question des jeunes, je voudrais vraiment demander aux jeunes de savoir raison garder et chercher vraiment à se prendre en charge. Je voudrais vraiment leur dire de ne pas se laisser aux mains des politiques qui vont les manipuler à des fins qui ne sont pas, comment dit-on, des fins inavouées. Et donc, quand vous prenez la jeunesse du département des Collines, à un moment donné, quand je suis allé, j'ai constaté, j'ai vu que, et je l'avais dit tantôt, en lien avec ce que je suis en train de vouloir développer, pour dire que ce ne sont pas les chasseurs. Ce ne sont pas les chasseurs. Les chasseurs n'ont pas tiré. Les vrais chasseurs n'ont pas tiré. Mais ce sont les jeunes qui ont été mobilisés. Et c'est ces jeunes qui n'ont pas permis d'avoir quand même une bonne image du département. Je voulais appeler à leur responsabilité pour dire que, en ce qui me concerne, je vais continuer la sensibilisation, je vais continuer avec l'équipe et tout le travail qui se fait déjà au niveau des comités, sur le terrain et partout ailleurs. Nous allons continuer à renforcer la sensibilisation pour que vraiment la jeunesse, en particulier, puisse changer de mentalité. Les élections de 2023,
pour moi, si on passe ça en douce, ce sera la conséquence du travail qu'on aurait fait en amont. Parce qu'on ne peut pas décréter la paix, mais nous allons travailler à la construire. La construire pour que véritablement, cette paix qui sera restaurée sera pérenne. C'est ça. Et donc, voilà un peu mon vœu pour la jeunesse, pour qu'on dise, effectivement, nous étions tombés dans le département des collines, mais nous sommes relevés, et plus jamais ça, dans le département des collines. Yeah. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève Carte sur table, votre émission sociopolitique sur la radio des défis, également sur Océan TV et Web. Était en studio le préfet du département des collines, monsieur Saliou Odoubou. Il a accepté bien sûr de répondre à quelques-unes de nos préoccupations. Monsieur le préfet, sincère merci donc pour d'avoir été là. Merci. Alors voilà, tout est bien qui finit bien. Toute l'équipe technique de la radio, dirigée de maître ce matin par Roch Boutouredo et à la technique, vous remercie pour votre sympathique attention. Sachez, mesdames et messieurs, que la vérité est incontestable. La malveillance peut l'attaquer, l'ignorance peut s'en moquer, mais à la fin, elle demeure. Au micro, Hospice Renaud de Dravo, merci et à dimanche prochain. Merci, monsieur le préfet. C'est moi. Merci.